C'est toujours une joie pour nous de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa pour cette émission Les As du foot qui donne la parole aux As, aux spécialistes du football gabonais avec qui nous allons décortiquer l'ensemble des thèmes que nous avons mis à leur disposition. Premier sujet à la une de cette émission, on parlera de la Détroit. Vous le savez, Franck Edou a trouvé la mort au stade de Makokou avec Ephrem Biyogé qui est l'un de nos consultants qui a vécu l'événement. Il est là avec nous, on va comprendre les raisons de ce décès et qu'est-ce qui s'est réellement passé. On va débattre avec l'ensemble de nos consultants ce soir. Nous allons comprendre et apprendre également le rôle de tout un chacun, la responsabilité, essayer de situer la responsabilité de tout un chacun tout au long de cette émission. En deuxième partie de cette émission, on parlera également toujours de décès, vous le savez. Alain Dacosta Suarez n'est plus à jamais dans nos cœurs. On va aborder également la question sur les préparatifs, bien sûr, de son au revoir pour son inhumation à Caen et comment cela se prépare. Troisième partie de cette émission, on parlera de Montegui. Vous le savez, les Panthères du Gabon version U17 participeront à cette compétition. La Fédération gabonaise de football l'a annoncé il y a quelques temps seulement. Nous allons nous poser la question, quel sera le staff et quels seront les joueurs appelés à jouer, à participer à cette compétition. Le regard croisé également ne sera pas en reste. Vous le savez, devait-on reconduire Franck Guéma à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports? Nous avons un oui et nous avons un non. Chacun des oui ou non va justifier ces éléments de réponse. Encore une fois de plus, merci pour votre fidélité renouvelée sur les antennes de Télé Africa. Les As du foot, c'est maintenant. Brice Inengue, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Rodrigue, plaisir partagé et c'est toujours un moment fort de retrouver le public pour débattre des questions de football. Merci beaucoup Brice Inengue. Serge Mungengui, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. C'est un plaisir également de vous retrouver. Le plaisir est partagé, fait de rejoindre ce panel de consultants sur les As, sur le plateau des As du foot. Merci beaucoup. Gaëtan Kouka, toujours là, présent au poste. On essaie d'être fidèle le plus souvent possible et c'est toujours un plaisir. Ephrem Biyogé, je rappelle que vous êtes directeur de publication Café Sport. Vous avez vécu le drame en direct du côté du stade de Makokou. Vous étiez présent au stade. Avec vous, on va essayer d'avoir des informations, comment cela se passait. D'abord, pour rappel, on va d'abord regarder en image le visage de Franck Jesse Edou, décédé, c'était dimanche ou samedi, décédé samedi. Il a perdu sa vie au stade de Makokou. Ephrem Biyogé, qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, commençons par là. Alors, nous assistions déjà, merci, bonsoir aux fidèles téléspectateurs qui regardent présentement. Nous avons assisté à la première mi-temps, comme on peut dire, à la première édition du championnat national de 3e division du côté de Makokou, avec l'opposition entre les Aigles de Bilinga et la formation de Missimba de Kulamutu. Dans un stade municipal, Alexandre Samba, qui a reçu du monde, Archicom, déjà parce que d'entrée, la province organisait l'ouverture de jeux Oxu. Et après, le même public est resté pour assister à ce match. Déjà d'entrée, un match qui a été prévu démarrer exactement à 15h30. Le match a fini par démarrer aux alentours de 16h pour des problèmes de licence des joueurs qui n'étaient pas à jour. Mais comme il fallait que le match, il fallait que le foot se joue. Ouais. Parce que les équipes se sont déplacées. Voilà, finalement les équipes se sont déplacées, le match a eu lieu. Et au bout des 45 premières minutes, c'était la formation de Missimba, de Kulamutu qui menait à la marque, avec un but inscrit sur penalty. À la reprise, le public était toujours là, présent, donné de la voix pour pousser l'équipe locale à revenir au score et pourquoi pas gagner la partie. Et jusque-là, les arbitres et les officiels ont joué grandement leur rôle. Le match n'a pas été perturbé au niveau de l'arbitrage. L'arbitrage a été correct. Et arriva cet incident autour de la 70e minute. Déjà, il rentre en jeu, la 65e. Et il a, en tout et pour tout, il a touché en gros 2 ballons. 2 ballons. 2 ballons qu'il a d'ailleurs perdu. Un contrôle à l'arrache. Un second contrôle, il perd la balle. Et puis, bon, la phase de jeu se déroule dans un autre camp, dans son camp, normalement, puisqu'il était attaquant. Donc, il s'écroule au centre de la surface, au centre du rond central, autant pour moi, alors que le jeu se joue ailleurs, dans son camp. Alors, l'arbitre vigilant qu'il était, il a stoppé, il a vu, il a stoppé le jeu. Ses adversaires sont venus vers lui, ils l'ont positionné à la position de secouriste pour essayer de lui donner du souffle pour qu'il revienne à lui.
parce qu'il s'est écroulé, hein, personne ne l'a touché. Il n'y a pas eu de choc. Il n'y a pas eu de choc. Déjà, le jeu ne se déroulait pas de son côté. De son côté. Donc, le jeu se déroulait dans son camp. Et lui est resté à la limite du hors-jeu, donc au rond central, pour empêcher aux défenseurs adverses d'aller secourir leurs attaquants. Donc, c'est là où il s'écroule. Il s'écroule et puis on fait venir le staff médical qui essaye de tout faire. Et puis, comme je me trouvais à la tribune de presse, et puis je constate que ses coéquipiers mettent les mains sur la tête, c'est qu'il y a déjà un signe de désespoir. Oui. Et ça a tout de suite attiré mon attention. J'ai commencé à prendre mes premières vues. J'ai escaladé les marches d'escalier jusqu'à ce que j'arrive sur le terrain. Et la zone de sécurité était déjà circonscrite. Donc sur le terrain, il y avait les éléments de la police judiciaire qui étaient là, qui ont empêché les gens de franchir la ligne. Et ben bon, voyant que moi je suis journaliste, ils m'ont demandé, monsieur, vous passez, mais vous ne faites pas usage de vos appareils. Je dis, il n'y a pas de souci. Je suis arrivé à 2 ou 3 mètres de lui. Ce que j'ai vu, selon moi, je ne suis pas médecin, j'ai écouté les interprétations du staff médical qui était là, puisqu'il y avait une ambulance au stade qui appelait le centre régional de santé de Makougou pour dire, après tout un plateau technique, nous avons tel cas sur le terrain et ses chances de survie étaient minces. Et pour moi, quand je regardais le mec, il était parti sur le terrain. Il était parti, il n'était plus là. Ouais. Ils ont essayé de le réanimer environ pendant 10 minutes, parce que le match, l'arrêt a duré près de 10 minutes. 10 minutes. Oui, pour le réanimer, pour le ramener à la vie, le cardio, tout ça, ça ne répondait pas. Bon, j'ai compris que le médecin ne voulait pas annoncer le décès du mec sur le terrain. Il fallait d'abord l'emmener dans l'ambulance, ensuite le faire à l'hôpital, et ça n'a pas tardé. Le match a repris, je crois, 5 minutes après leur départ vers l'hôpital, et puis bon, on a reçu le coup de fil que le mec a lâché. Voilà. Messieurs, vous avez suivi attentivement les explications des frères Mbiyougué qui étaient sur place. D'abord, des avis sur un énième cas de décès sur le terrain avant qu'on ne tombe de plein pied dans le sujet. J'imagine que ça attriste chacun de vous, surtout les anciens footballeurs que vous êtes aussi. Prissineke. C'est bien triste, je n'ai pas de mots. Quand on voit des jeunes comme ça qui partent à la fleur de l'âge, en exerçant le métier qu'ils aimaient bien, le football, mourir au champ de bataille, ça me touche profondément. Ça me touche profondément parce que rien ne doit arriver de cette façon-là. C'est vrai que la mort peut survenir à tout moment. C'est vrai que le destin peut nous frapper partout où on peut. Moi, j'ai assisté les mêmes événements lors du décès de l'ancien international gabonais Tchingoma au stade de Siban. C'est quasiment dans les mêmes conditions où j'avais vu c'est le signe de la main posée sur la tête de Rodrigue Moulunga qui m'avait fait comprendre que, plus que lui était la personne la plus proche du joueur, j'avais compris qu'il y avait un problème. Ce jour-là, par malchance, on n'avait même pas une ambulance au stade. Et le joueur avait été transporté par le bus du club vers le... C'est des événements tristes. Pendant un moment, j'ai eu la peur d'aller au stade parce que je me disais, chaque fois que je voyais un joueur s'écrouler, même sur un tacle anodin, je pensais que le pire allait se produire. Vivement qu'on mette un frein à ce phénomène qui commence à perdurer d'année en année. Gaëtan Kouka, est-ce que cela pose un problème d'organisation des différents événements dans notre pays, de compétition? Si oui, à quel niveau? Comment? Monsieur Bekale, c'est des larmes dans la voix que je me permets de prendre la parole. Commenter ce genre de choses est souvent pénible. Pénible pour l'esprit, pénible pour le mental et pénible pour le football parce que, comme le disait M. Inengue, ce sont des images ou des scènes que nous ne devons pas revoir sur un terrain de football. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, lorsqu'on prend part à une compétition, je pense qu'il y a des prérequis. Et ce que j'entends par prérequis, c'est le cahier de charge. D'accord ? Un athlète de haut niveau a une vie rangée et tellement organisée qu'avant de prendre part à une compétition, il y a ce qu'on appelle vulgairement passer la visite médicale. Donc, les interrogations vont maintenant se poser de ce côté. Est-ce que réellement ces équipes qui prennent part à nos différents championnats ont la lucidité
Donc le recul nécessaire de passer d'abord la visite médicale parce que c'est primordial justement avant la signature d'une licence. Plus que la signature du médecin est adossée à la licence pour dire que moi, médecin, je sous-signé médecin tel, reconnais avoir consulté tel monsieur pour justement lui délivre le cutus pour prendre part à une compétition. Donc je pense que les interrogations sont nombreuses. Au cours de cette émission, nous aurons l'occasion de revenir en long et en large. Qui doit permettre à ce que des équipes s'engagent à la visite médicale? L'organisateur de la compétition ou l'équipe elle-même? Oui, merci. C'est vrai qu'avant d'aborder la partie organisation, il faut déjà rappeler que le football, c'est le sport le plus pratiqué au monde. Et du coup, dans cet exercice, ça demande beaucoup de courses rapides, beaucoup d'endurance et du coup, le cardio est sollicité. Maintenant, c'est dommage que ce garçon ait rendu l'âme. Et comme nous ne sommes pas au premier cas, je pense qu'au niveau des instances de notre football, ils ont eu à mettre quand même ils ont eu à mettre en place un organe en fait qui préalablement définit les conditions de participation disons, à la pratique du sport et aussi conformément à la dernière loi du sport. Donc, vous gardez la main. On va regarder l'article 3, bien sûr, du règlement de cette compétition qui stipule ceci en images. L'appellation régulière des équipes aux ligues implique d'une part qu'elles ont souscrite une assurance pour les joueurs et dirigeants et d'autre part que les joueurs sont déclarés aptes à la pratique du sport après avis médical. On reste sur cet article. Oui, d'accord. Donc, juste entre les lignes, on comprend tout de suite qu'il y a un cahier de charges forcément qui a été mis en place. Mais qu'à cela ne tienne. Parce que, comme on le dit souvent, une personne bien portante est un malade qui s'ignore. Donc, on pouvait avoir obtenu un certificat d'aptitude à la pratique du sport, c'est un certificat de santé, mais vous savez, comme on dit, le sport, c'est vrai, c'est quand même difficile. Serge Mongengue, vous êtes responsable d'une équipe. Est-ce que vous faites souvent des examens au sein de votre équipe pour protéger ces joueurs? Mais bien sûr, comme je le disais tantôt, au niveau de la fédération, il y a un organe de première instance. Par exemple, pour cette année, qui a mis en place un cahier de charges. Il y a un critère, le critère juridique, le deuxième critère. Oui. Ce critère-là commande à ce que les équipes puissent avoir le minimum, le respect, plus, disons, passer les équipes, les effectifs doivent passer des examens médicaux et obtenir en fait le certificat, un document d'aptitude. Maintenant, forcément, au sortir de ces examens, il y a une commission qui siège pour valider parce qu'il peut arriver que le médecin ne donne pas quitus à un acteur de prendre part à cette pratique de sport. Brice-Dengue, est-ce que la fédération peut démarrer une telle compétition sans se rassurer que ces différents éléments sont mis en place? Et là, on est dans le cadre du Gabon. On est dans un fonctionnement à plusieurs têtes, plusieurs vitesses, et ça nous pose d'énormes difficultés. Pourquoi? Parce que partout ailleurs, les examens médicaux sont du ressort du club. Partout ailleurs. Lorsque vous partez d'un club à un autre, même si vous avez joué 15 jours et que vous changez de club en milieu de saison, le club où vous arrivez a l'obligation de vous faire des tests physiques pour pouvoir vous autoriser à signer déjà le contrat. Malheureusement, chez nous, au vu des problèmes que nous avons eus par le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait valider des autorisations pour les clubs de première, deuxième division devenus obligatoires dans des centres payés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et les autres, il n'y a pas eu de contrôle. Les autres, il n'y a pas eu de contrôle, mais simplement la loi... Mais qui doit contrôler? Qui doit contrôler? Il y a une commission médicale... Lorsque vous lancez une compétition... Il y a une commission médicale à la fédération. C'est à elle de contrôler
les documents qui doivent être soumis à cette commission, mais il y a aussi le cadre juridique. Le cadre juridique, c'est cet article 3 de la loi qui impose à tous les clubs de faire passer des examens médicaux à leurs joueurs avant de les intégrer, avant même, normalement c'est le préalable avant même la signature du contrat. S'il y a faute, il faut regarder en fonction des résultats certainement de l'autopsie qui sera certainement réalisée sur le gamin. Il faudra situer les responsabilités. Est-ce que c'est le club qui n'a pas fait des examens, mais qui a quand même demandé une licence au gamin? Et si le club a demandé la licence à la base d'un certificat médical, est-ce que ce certificat est réellement arrivé à la fédération? Est-ce que la fédération a validé son certificat médical? C'est des questions qu'il va falloir se poser et peut-être qu'on trouvera... Et Fabio, qu'est-ce qui se disait sur place? Quels étaient les mots, les réactions sur place? Les réactions sur place, c'est déjà des regrets parce que j'ai discuté hier matin avec quelques responsables de la formation des Missimba, juste avant d'embarquer le corps du jeune homme vers Libreville. Ils comptaient beaucoup sur le gamin. Et à les entendre parler, il n'y a pas eu de visite médicale. Parce qu'on l'a testé, ils l'ont testé lors des matchs amicaux face à Vautour, lequel ils ont perdu sur la marque de 1 but contre 3. Et c'est le gamin qui a scoré l'unique but. Donc, et ce joueur a été emmené par l'un de ses frères qui joue aussi au sein des Missimba. Donc le recrutement s'est effectué un peu, comme on peut dire, comme au village. Parce qu'à les entendre parler, ils ne l'ont pas dit, mais j'ai essayé de lire entre les lignes. Oui, voilà, j'ai essayé de lire un peu comment s'est déroulé ce recrutement. Donc, ayez regardé de près. Lorsque vous allez jeter un coup d'œil sur la feuille de match, vous verrez bien qu'il y a des noms des joueurs qui ne correspondent pas au dossard. Vous verrez par exemple, je dis n'importe quoi, vous verrez par exemple Edou Jesse qui est décédé, qui a un dossard 17, mais quand vous allez sur la feuille de match, il n'existe nullement le dossard 17. Donc vous voyez bien beaucoup d'incohérences de ce genre. On a dû constater plusieurs. Lorsque je suis allé dans les vestiaires, essayer de comprendre ce qui s'est passé, et c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de préparation en amont. Véritablement pour la mise en place de ce début de compétition. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous soyons conséquents dans ce pays. Nous ne cessons de décrier l'attitude de nos responsables de sport. Vous comprenez? Je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait un bus qui se renverse avec tous les joueurs dedans pour que les gens prennent conscience de ce qu'on devrait préserver l'intégrité physique et morale des joueurs. C'est de ça dont il est question. Nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme. Pour avoir pratiqué, vous passez la visite médicale, c'est ce qui conditionne la signature de la licence et la signature du contrat. Ça veut dire que c'est le club qui engage le joueur, qui fait passer la visite médicale et qui doit être validé, donc il doit avoir une contre-expertise parce qu'au sein de la Fédération de football, au sein de la LINAP, il devait avoir des médecins qui font la contre-expertise justement pour valider, valider la véracité des visites techniques, pour éviter justement ce genre d'incident. Vous comprenez? Bien. À partir de ce moment, comment comprendre qu'on est traversé ou, comment dirais-je, on n'est pas pu justement s'arrimer à la loi pour dire il y a la visite, il y a le contrôle. Le club, nous le savons, et je ne cesse de le marteler, nous engageons des clubs dans les différentes compétitions qui n'ont pas de moyens. La visite médicale coûte cher. À partir de ce moment, vous avez des clubs qui n'ont pas de moyens. On ne donne pas les moyens au club pour faire la visite médicale. Mais avant de donner les clubs aux moyens, quand vous engagez votre équipe, vous devez d'abord avoir part de... Est-ce qu'on ne donne pas les moyens? Est-ce que l'organisateur ne donne pas des moyens? Il y a des moyens qui sont donnés, mais je le disais tantôt. On a fait une visite médicale à 2 niveaux. On s'est dit l'État s'occupe entièrement des footballeurs professionnels, première et deuxième division. Et ils sont pris en charge par l'État, je pense à hauteur de 200 millions pour ce qui est visite médicale. Puis on a oublié, le Gabon a oublié que le football ne se pratique pas qu'en première et en deuxième division. Le football se pratique aussi à la base. Il aurait été bon pour ceux qui avaient décidé d'octroyer les visites médicales gratuitement aux clubs de première et deuxième division, de l'étendre à l'ensemble des clubs qui participent à toutes les compétitions. Parce que... Qui doit étendre? Qui doit étendre? Mais qui a décidé de ne prendre en charge que la première et la deuxième division? L'État. L'État ne sponsorise pas la D3. Mais justement, sur la base des conventions, comment peut-on engager justement des équipes qui n'ont aucune assurance? Sachant que le contrat spécifique, c'est des équipes de 2-1, de 2-2. Ça, c'est la première interrogation. Deuxième interrogation, ces mêmes présidents de club ou responsables de club qui vont engager leurs joueurs
en tenant compte justement de ces réalités, ne s'assure pas justement d'avoir un peu de moyens et justement assurer le joueur pour la visite médicale. Comment on peut le comprendre? Monsieur Missimba, je n'ai pas la confirmation de ce que je vais dire, mais en essayant de recouper l'information justement au niveau de quelques dirigeants du club, le président du club était un ancien de la Fédération gabonaise de football. Il aurait déclaré à certains membres de la Fédération qui l'ont appelé pour en savoir plus, qu'il avait toute la documentation qu'il fallait. En fait, qu'il avait fait passer les visites médicales à tous ces joueurs avant de les engager. Bon, là, on n'a pas encore l'information vraie. Il faudrait attendre que ces éléments remontent à la Fédération. Bien entendu que nous irons à la source, vérifier si ce que dit le président est réel, pour pouvoir en parler clairement. Parce qu'aujourd'hui, là, Ephraim dit que de ce qu'il a entendu, il ne devrait pas avoir de visite médicale. Le président aurait déclaré à la fédération qu'il a toute la documentation. Donc pour l'instant, on est encore dans ce jeu de ping-pong où il y a une vérité cachée quelque part. On va forcément la découvrir. Serge Bongengui, c'est vrai que c'est un décès, c'est vrai qu'il faut la visite médicale. Est-ce qu'on peut considérer plus ou moins que c'est un accident? On a vu les structures bien organisées dans d'autres pays, les joueurs ont trouvé la mort. Oui, voici pourquoi je disais tantôt que la pratique du football est une pratique à risque. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on a un décès sur la main. Mais ce qui est sûr, en matière de réduction des risques, je crois que l'État a eu à prendre plusieurs dispositions. On a, dans le cadre du championnat professionnel, il y a la mutualisation. La mutualisation prend en charge les questions de santé. Mais pas jusqu'en Détroit. Non, c'est-à-dire que... Ou bien c'est globalisé. On aurait pu l'étendre. Pour que l'État arrive à prendre en charge la mutualisation, à prendre en charge le problème de santé défini dans la mutualisation, c'est parce qu'il y a eu forcément un problème posé. Est-ce qu'au niveau du championnat Détroit, la question a été posée? On a bien vu que le règlement a été bien défini à son article 3. Toute équipe qui devait prétendre participer à cette compétition devrait en fait au préalablement assurer disons les joueurs, la santé et ensuite faire passer des visites. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, nous n'allons pas poser le problème de la sorte parce que ça fait deux compétitions différentes. À la limite, est-ce que la commission chargée, bien entendu, de valider les équipes devant prendre part à ce championnat a siégé normalement? On le saura. Mais ce qui est sûr, c'est que je retiens, le football, c'est un sport à risque. On aurait pu... Le football peut être un sport à risque, M. Mungengui, cependant il est régi par des règles. La visite médicale est la condition sine qua non, quelle que soit la division. Moi, M. Mungengui, permettez que j'aille au bout. Vous voyez, on a tous pratiqué le football. Moi, j'ai fait ma première visite médicale, j'étais au CSB. J'avais à peine 10 ans. À peine 10 ans. Au centre sportif Batabé. Attention Gaëtan. Non, laissez-moi le dire. Si tu me ramènes... pour dire quoi? Non, attendez, pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Des spécialistes assermentés sur les questions. Monsieur ici, le docteur ici, depuis plus de 20 ans, est un spécialiste de la médecine du sport. Donc, c'est quelqu'un d'assermenté qui, sur la base d'une programmation en fonction de l'équipe, même si ils ne sont pas nombreux, aurait pu prendre en charge ces gens sur le plan de la visite médicale. À 10 ans, j'ai passé ma première visite médicale. Aujourd'hui, la négligence des dirigeants, c'est que, comme on dit, c'est coûteux de faire la visite médicale. Donc, beaucoup de gens passent ce pan parce que pour eux, ce n'est pas important. Et donc, on joue au petit bonheur de la chance en espérant qu'un joueur n'ait pas un incident comme celui-là. Ben moi, je peux rebondir. On a vu le Danois qui a eu un souci à l'Euro passé, Eriksen. On sait aujourd'hui qu'au monde, les Danois sont les meilleurs en matière de médecine médicale. La question centrale est, M. Ephraim, c'est de savoir... Attendez, je termine. Non, mais laissez-moi le temps de terminer. Non, je n'ai pas terminé. Non, je ne vous coupe pas, je n'ai pas terminé. Vous voyez, dans ce que vous dites, M. Ephraim, oui, c'est une réalité. S'il a avéré qu'il y a un certificat qui atteste que la visite médicale a été faite, on est dans le cadre de l'accident parce que le risque zéro n'existe pas. Oui. D'accord. Moi, je suis dans le cas où 90% d'équipes, quelle que soit la catégorie au Gabon, ne passent à la visite médicale. Et après, vous voyez, on va biduer quelque chose justement parce qu'on veut justifier une situation. Je veux comprendre, peut-être que Dieu me pardonne, pour le défunt, quel effort physique il a fourni sur le terrain avant de trouver la mort?
Monsieur, vous avez d'abord l'échauffement. Il y a l'émotion. Vous avez d'abord la pression sur le plan mental. À ce niveau, je me pose également la D'accord. question. Voilà. La préparation physique, comment elle était faite. Il y a pas mal de questions qu'on peut se Ouais, exactement. Il y a tout un tas de questions. Je voudrais vous ramener. à peine 2 ballons qui n'a même pas fourni. Monsieur, ça peut demandez arriver, simplement à oui. vos dirigeants du club de se conformer. Cela pose un problème de la responsabilité. Nous de demandons Sénégal. tout ça. La responsabilité à rappeler aux gens leurs prérogatives, leur mission les premières. Cela Un pose club ne peut pas signer une licence ou un contrat tant qu'il n'a pas validé sa visite médicale. Le texte C'est il pas est clair. possible, Le oui. texte il est clair. On vous dit que pour présenter votre équipe, vous devez faire. Vous devez passer par l'étape A, B et C. Peut-être que l'administration Passer par va l'étape fermer les A, yeux B et C. il y a même parfois des deals. Les responsables qui n'arrivent pas. Oui, Il y en a qui vont voir des médecins qui vont juste mettre un tampon pour lui valider. Voilà les conséquences. Je vous ai dit que le match a démarré en Parce que si retard. vous Le prenez- match si était vous prévu à avez- 15h30. Le match a vous démarré Pour des questions de à licence. 16h pour les questions de licence, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions en interne. À l'interne. Ça veut dire qu'il y a Même au nous- niveau de la préparation physique, les gens qui ne sont pas qualifiés pour cette préparation physique, il faut aller chercher dans ces clubs de deuxième, troisième, quatrième division qui fait quelle fonction. Parce que là, il y a beaucoup de choses à voir. On est en train de penser qu'il n'y a que la visite médicale qui va sauver la vie de quelqu'un, mais c'est léger de penser qu'à la visite médicale. Ephraim vient de le dire, Eriksen est tombé en plein euro, dans des conditions que tout le monde a vues à la télé. Marc Vivien faut aussi à trouver la mort. Ce n'est pas qu'on néglige. Non, pardonnez-moi. La différence, c'est que ces deux messieurs ont justement des certificats qui attestent qu'ils sont aptes à la pratique. Or, ici, nous nous interrogeons si, effectivement, les clubs ont eu à passer à la visite médicale. on est À partir du d'accord. moment où le débat est autre. Gaëtan, on est tous Voilà. d'accord que attend. c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Mais c'est bien pourquoi nous nous interrogeons. Après, il faut poser des questions sur Bien même sûr. le staff technique. Il faut regarder tout ça. Parce que Bien sûr. n'est pas préparateur physique seulement celui qui sait faire courir les enfants. Mais c'est toutes ces Il faut questions. regarder toutes Non, ces mais après, questions. d'abord, la visite médicale détermine d'abord du reste. Gaëtan. Sans ça, Je vais vous proposer, sur les cas de décès sur le terrain de football, un tableau qui fait un petit récapitulatif des joueurs que nous avons perdus sur les différents terrains de foot. On va regarder, on va quand même se poser cette question. Vous voyez, Cédric Nono, c'était en 2017, il était à l'équipe de 2007, merci beaucoup Ephraim, équipe de Manga Sport. Guy Chingoma, Football Club Canon 105 en 2008. Théo Eric Ntutum, c'était en 2009, CGA FC. Sylvain Ndi Adiroua. C'était un Togolais, 2014, voilà, exactement, 2014. Il était à Bongoville FC, Wilfried Lundu, 2016, Asdi Kaki, Moïse Bourouapanga, 2017, FC 105, Herman Tsinga, il était à Kanda FC en 2019, Jesse, Edou, Ngema, Demisimba FC. Qu'est-ce qu'il faut retenir au regard de tous ces décès? C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher, un accident sur le terrain, mais à travers la responsabilité de chacun, la prise de conscience de chacun, on peut quand même arriver à stopper un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Par exemple, à la mort de Chingoma, il n'y avait pas d'ambulance au stade. On avait crié au scandale et ils ont dit que désormais, plus de matchs ne se joueront dans un stade de foot sans ambulance. Malheureusement, on n'est pas dans... C'est un événement malheureux. C'est un événement malheureux qui ne doit pas se répéter. Mais il faut qu'on tire les leçons de notre mauvaise organisation pour pouvoir améliorer le futur. Il faut se demander, les appareils de cardio, ça existe de par le monde. Je pense qu'on peut équiper toutes nos ambulances de ces appareils qui permettent de réanimer plus simplement et rapidement un malade en cas de souci sur le terrain. Il y a pas mal de mesures qu'on peut prendre en conscience, mais chaque événement malheureux doit pouvoir nous amener à améliorer notre mode de fonctionnement. Il ne faut pas qu'on continue à faire jouer des joueurs sans visite technique. C'est des questions de bon sens, des questions de logique. Dès qu'on a respecté un certain nombre de choses, ça veut dire qu'on ne retombe plus sur ces b.a.-ba en matière d'organisation de football. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut se permettre de faire. Oui, Serge Mungengue. Je partage on va sortir du sujet, en termes de conclusion sur cette question. Je partage totalement ce point de vue parce que, comme vous l'avez si bien remarqué, nos années passées, antérieures, quels sont les types d'accidents qu'on avait? C'était fracture du tibia, du péroné, ou alors c'est quoi? C'est une déchirure musculaire ou bien le tendon. Bon, maintenant, comment est-ce que ces problèmes ont été réglés? C'est le règlement. Le règlement, le tact par derrière. Et puis la on a rigueur. demandé aux joueurs
porter les possèdes tibias. Voilà, donc ça a limité les dégâts à ce niveau. Maintenant, nous sommes aujourd'hui sur un nouveau fléau. Cas de décès sur le terrain. Sur un terrain. Mais je serais gêné de penser que certains clubs ne font pas des visites. Mais même si c'est le cas, mais il y a quand même une commission des garçons assermentés. Il y a des médecins qualifiés. À l'époque, dans les années 90-93, le docteur Nsi était l'un des seuls spécialistes. C'est pourquoi je disais tantôt que, est-ce que nous avions bénéficié de ce type d'examen? Ça veut dire que cette commission ne fait pas preuve de rigueur. Voilà, donc... Gaëtan Bouga, ça veut dire que s'il y a commission, il y en a. Ça veut dire que la commission ne fait pas preuve de rigueur. Les gens ne sont pas regardants, justement au niveau de leurs prérogatives. Ensuite, je voulais être le complément de M. Inengue lorsqu'il a parlé de l'ambulance. Oui, l'ambulance, c'est en amont, avec les débriefilateurs et tout ça. Mais la condition, si nous connaissons, c'est d'abord la visite médicale. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, en passant à la visite médicale, il y aura le risque que zéro n'existe pas, d'accord? Mais c'est déjà la condition, au moins, pour se protéger et protéger les autres et donc de donner les garanties. D'accord? C'est de ça dont il est question. Et j'insiste, nous avons beaucoup de clubs au Gabon, quelle que soit la division, qui ne passent pas la visite médicale, qui se contentent justement des petits arrangements derrière la caisse, justement pour faire signer un médecin la licence. Dans ce cas, il ne doit pas se plaindre également de la situation, puisqu'il n'y a aucun respect. Lorsqu'on regarde le tableau, c'est quand même un tableau assez sombre, parce qu'on regarde en 16 ans, on parle de 2007 à 2023, ça fait 9 décès. 8 décès. 8 décès. Donc 8 décès, ça fait une moyenne de 2 décès par an. Donc c'est quand même assez sombre. Donc il est quand même temps que les autorités jettent un regard là-dessus parce que 8 décès en 16 ans. Je n'ai pas souvenir de tous ces décès, mais je crois savoir qu'il y a deux aux entraînements. 2 seulement aux entraînements et tout le reste pendant les matchs. Pendant les matchs. Dès qu'on a l'entraînement, c'est sur le terrain. Oui. Voilà. Ce que je veux montrer, c'est que pendant les compétitions, on a plus de décès aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un accent dessus. Il y a forcément un problème qu'il faut contrôler. Il faut mettre de la rigueur. Il y a des choses, par exemple, à faire. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le ministère de la Santé, aurait pu, par exemple, doter tous les centres hospitaliers de tous les appareils qui servent à faire les examens du cœur, l'électrocardiogramme. Plutôt que, parce que ce qui augmente le coût, c'est le fait qu'on déplace tous les clubs de l'intérieur du pays, de 2-1, 2-2, de l'intérieur du pays vers Libreville. En dotant, par exemple, les structures de l'intérieur du pays, on a quand même l'avantage d'avoir dans tout le pays des centres hospitaliers dans tous les chefs-lieux de province. Ça permet d'avoir un centre spécialisé à l'intérieur qui est plus proche, qui peut encadrer et les équipes de première et deuxième division et les équipes de troisième division qui, elles, ont souvent beaucoup plus de difficultés à avoir les moyens. Et ces joueurs qui peuvent faire des examens loin, ça évite le problème de nos présidents de club qui zappent les examens parce qu'ils préfèrent des arrangements. Parce que derrière, ils ne veulent pas payer la facture. Là, il faut équiper ces différents centres. Il faut les équiper, malheureusement. Mais on est au Gabon, on a quand même les moyens d'équiper aujourd'hui un centre. Ouais, effectivement. C'est que de ça. Ce n'est pas cher à demander. La fédération a présenté ses condoléances à la famille du disparu. La rédaction sportive également de Télé Africa présente à la famille éprouvée ses sincères condoléances. Nous ont espéré que la fédération gabonaise de football et la famille vont s'accorder pour que tout se passe. Cet après-midi, voilà. Je vois qu'aux alentours des 16h, il y a le président fédéral Pierre-Alain Mungengi qui reçoit l'ensemble de cette famille qui est endeuillée. Ils sont en séance de travail présentement au sein de la Fédération gabonaise de football pour essayer de voir comment est-ce qu'il faille accompagner le jeune Edou Djessi qui est décédé avant-hier à la suite du match contre la formation des aides de Bellingham. Exactement. C'est du moins qu'on puisse faire au niveau de la fédération, accompagner la famille, puisque cela ne dépend forcément pas aussi de la fédération, mais de tout le monde. Tout le monde met la patte. Merci beaucoup sur cette question du décès en Détroit de Franck Edou, qui est décédé samedi sur un terrain de football du côté de Makoko. On va aborder le deuxième sujet de cette émission, c'est toujours un décès. On va se poser la question sur Alain Dacosta Suarez, qui a trouvé la mort également, qui est décédé il y a moins de 2 semaines, si je ne me trompe pas, à jamais dans nos cœurs. Comment les hommages... Juste une semaine. Juste une semaine. Les hommages aux anciens footballeurs que vous êtes, qu'est-ce qui est fait
pour qu'on rende hommage à Alain da Costa Soares. Mais je vous propose d'abord le parcours en équipe nationale avec Alain da Costa Soares. Il faut le rappeler, quand même l'un des premiers entraîneurs à nous avoir emmenés en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Le premier, je vais dire. Alors, à Zingo National, c'était en 1987. De 1987 à 1989. À Zingo également, de 1994 à 1997. Panthère de 2000 à 2002. Quel souvenir chacun de vous garde au-delà de ces... Bon, moi, je garde ce souvenir d'Alain da Costa Soares, déjà en 1996, oui. Lorsqu'il arrive à qualifier le Gabon en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Et puis cette victoire à la Coupe de l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, l'UDR, en 88 au Cameroun, devant le Grand Cameroun, devant près de 60 000 spectateurs. Donc ils ont ravi la vedette aux Lions Indomptables de Roger Mila avec ce but super de Guy Roger Zamba sur une passe d'Aguekizo. Donc il fut un grand homme du football, un homme rigoureux, un homme qu'on a vu du mal à faire changer une décision. C'était quelqu'un des principes qui savait respecter ses schémas tactiques. Il s'en va, je crois il meurt, je crois, à 85 ou 87 ans, je crois. 87 ans, donc c'est tout le pays qui lui rend hommage et toute la grande famille du football gabonais, du football africain. Ouais. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de poser des questions à nos consultants aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous allons faire le plaisir de relayer vos questions, quel que soit le pays ou la province où vous vous trouvez. Alors, Alain da Costa Soares décède. Autour de lui, on parle de manque de reconnaissance à son égard. Vous avez certainement entendu parler. Oui, j'ai envie de me faire le chantre de M. da Costa, parce que physiquement il n'est plus, mais son esprit reste et demeurera toujours avec nous, pour dire que voilà un entraîneur qui a tout donné au Gabon, qui a tout donné à son pays, qui après sa carrière s'est retrouvé dans des difficultés où il a été quasiment abandonné par tout le monde et personne. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, la circonstance oblige les uns et les autres à pouvoir s'émouvoir, alors que du vivant, on aurait pu faire des choses. Bien, vous me permettez après d'atterrir justement sur les hommages qui doivent être rendus à M. da Costa. Vous savez, M. da Costa a été non seulement d'abord un entraîneur sur le plan local, ensuite devenu sélectionneur. Ça veut dire que c'est un hommage national qui doit être rendu à M. da Costa et qu'à ce titre-là, la chronologie des faits devrait se dérouler comme suit. L'association des footballeurs, donc les deux associations de footballeurs, devaient surtout saisir de cette question, afin de prendre langue avec l'association des entraîneurs, qui devrait se concerter. Et cette concertation devait conduire à la Ligue nationale de football, à la Fédération gabonaise de football, qui devrait également se concerter à ce niveau, ensuite pour atterrir au niveau du ministère, pour que tout le monde puisse s'accorder au niveau du calendrier et faire justement rendre un hommage commun. Après, vous verrez, il sera encore question, lors de ce malheur, comme des précédents, les gens vont se former en groupuscule par ministère, par ceci, pour rendre hommage. Et moi, je dis, ça fait désordre. Ouais. Ça fait désordre. Il est grand temps que les gens taisent leurs égos, que les gens s'asseyent pour dire, nous avons un malheur qui nous concerne tous, comme dans toutes les familles, nous taisons nos égos, nous nous retrouvons pour organiser des obsèques dignes du rang de M. da Costa. Mais un phénomène également, qu'est-ce qui peut bien justifier le fait que lorsque quelqu'un est vivant, il n'a pas de personnes, il n'a pas de gens autour de lui, c'est après son décès qu'on constate des publications sur les réseaux sociaux, les gens qui ne rendaient même pas visite, qui n'avaient même pas une pensée sur le disparu. C'est vrai que sur cette question de sociologie, je pense, je ne suis Vous le constatez ou pas? Un spécialiste, peut-être que le président, c'est que sûr, bon, avec notre langage du quartier, comme on a toujours dit, aimons-nous quand nous sommes vivants. C'est la moindre des choses. C'est que, bon, vraiment, moi, les mots me manquent pour Zwingema est décédé, il le disait, il était abandonné. Attends, Germain Mendom est décédé, la même chose, il souffrait, personne n'allait au chevet de Germain Mendom. Régis Manon est décédé, c'était pratiquement dans les mêmes conditions, personne n'allait au chevet de Régis Manon. Toute une difficulté, aujourd'hui, on se rend compte que lorsque quelqu'un décède, surtout un ancien sportif, parlons du cas du football, mais on voit soit des anciens footballeurs, des entraîneurs qui crient haut et fort et qui font des publications. Pendant ce temps, lorsqu'ils souffraient, personne n'était là. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne savait pas que Alain da Costa souffrait. Je garde Alain da Costa beaucoup de bons souvenirs.
Pour nous qui suivons l'équipe nationale depuis longtemps, on a vibré quand même avec Alain Dacosta. Et pour moi qui suis de surcroît supporter de Manga Sport, j'ai énormément vibré avec Alain Dacosta comme coach. Il a entraîné un club, non? Il a entraîné Manga Sport, Sogea, non, pas non, Petro. Champion du Gabon avec Manga, vainqueur de la Coupe du Gabon. Ah, vous êtes heureux là? Oui. Les premiers titres de Manga Sport, c'est justement le coach Dacosta. C'est Dacosta qui nous... En 94. Et c'est pas n'importe quel Manga Sport. C'est un Manga Sport redoutable qui savait prendre à la gorge ses adversaires pour pouvoir en faire une pâtée quand il jouait. On a vu débarquer à Monda d'excellents joueurs africains. Moi, je veux savoir, il n'était pas un agent du ministère des Sports? Je ne sais pas. Ça, c'est une très bonne question également. Je ne sais pas. Je crois qu'il était fonctionnaire, je crois. Je ne sais pas. Je vous propose cette déclaration d'Alain Dacosta. Il y a quelques années, on s'est retrouvés quelque part. Il avait déclaré ce qui suit. Je suis un retraité sans retraite, malheureusement. Est-ce que vous comprenez? Parce que le football n'est pas considéré comme un métier. Le problème, c'est que quand on parle de retraite, il avait déclaré ça. Une retraite, c'est à la suite d'un métier. Mais le football, chez nous, n'est pas considéré comme un métier, même si aujourd'hui, on tend à le rendre on dit professionnel, mais c'est vraiment professionnel au mot. Mais Brisenege, qui doit donner du crédit à ce genre de... Qui doit donner du crédit? Je pense que je vais quand même mettre un peu dans... Enfin, peut-être pas me joindre à vous, mais pour dire ceci, vous voyez, je l'ai toujours dit et je ne cesse de le répéter, le football gabonais est professionnel. Le problème, c'est justement le statut qui ne nous est pas reconnu par... Effectivement, lorsque nous reconnaissons un statut, il y a la question justement des contributions directes et indirectes. Et ça incombe justement à l'employeur. C'est justement pourquoi les gens gabonais n'arrivent pas à reconnaître le football gabonais comme étant professionnel. Quand vous parlez du cas de M. Dacosta, il était sélectionneur. Ça veut dire qu'un sélectionneur est payé par le ministère via la fédération. À partir de ce moment, vous le qualifiez comment? Même si c'est une relation de courte durée, d'accord, même si c'est une relation de courte durée, je dis M. Dacosta a rendu des services à la nation et qu'à ce titre-là, le ministère, et c'est pourquoi on parle justement des tests de loi, on devrait revoir pour dire quand un Gabonais est devenu sélectionneur, ça veut dire qu'il est de facto inclus au ministère de la Jeunesse et des Sports comme faisant partie prenante et qu'à partir de ce moment, on devrait voir quel mécanisme justement verser ces retraites. Gaëtan, les retraites, malheureusement, fort heureusement, c'est mon secteur d'activité professionnelle. Vous êtes bien placé. Hein. Je suis assez bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Même après avoir exercé le temps qu'il a passé, même moins de 15 ans, il n'aurait pas pu avoir la retraite. Tout ce qu'il pouvait bénéficier au jour d'aujourd'hui, c'est un retour sur les cotisations prélevées sur son salaire. Malheureusement, cotisation même pas prélevée, puisque son argent passait directement dans la caisse de la fédération, qui reversait directement aux concernés. Mais c'est vrai que pendant les assises, on a défini ça. Il faut un mécanisme, il faut penser à la retraite des footballeurs. Surtout ceux qui ont porté le maillot national pendant longtemps. Vous avez des footballeurs qui restent 10, 15, 20 ans en sélection nationale. Ceux-là, ils méritent quand même d'avoir un statut particulier qui leur permettrait d'avoir aujourd'hui... Qui doit donner du crédit à ça? C'est d'abord la fédération et ensuite le ministère. Les textes doivent être faits. Nous avons fait une ébauche. Moi, heureusement, j'étais dans cette commission-là. Ouais. Nous avons fait une ébauche qui est restée aujourd'hui pas encore appliquée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il appartient à ce ministère-là de sortir des textes de loi qui peuvent appuyer cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, retraiter un footballeur, ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas considéré comme un métier. C'est ce que je tente de dire. On est professionnel aujourd'hui, mais ils ne payent même pas la CNSS. Ce n'est pas la faute des footballeurs, monsieur. Ce n'est pas la faute. Vous êtes mieux placé pour savoir que c'est l'employeur. Non, c'est pas que vous le faites. Vous êtes mieux savoir, plus vous êtes du domaine, de savoir que c'est l'employeur qui déclare à partir de ce moment. La faute n'incombe pas au footballeur. L'employeur, c'est le club. C'est le club. C'est bien ce que j'ai dit. Donc, la faute n'incombe pas au footballeur. Si les clubs ne sont pas bien structurés, un club ne peut pas assurer un joueur. Aucun joueur gabonais de l'existence du football n'a jamais été assuré à la CNSS. C'est pourquoi on a toujours parlé de la qualité de nos dirigeants. On a toujours parlé de la qualité de nos dirigeants. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a plus de 10 ans en équipe nationale ou qui a passé plus de 10 ans en D1 et ne pas avoir la retraite. Serge Mongengue, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les joueurs gabonais gagnent extrêmement de l'argent à l'équipe nationale, mais 3 ans, 4 ans plus tard,
ils vivent toujours dans les conditions plus ou moins difficiles. C'est pas spécifique au football, monsieur. Non, nous sommes dans le cas du football. Nous sommes dans le cas du football. Nous sommes dans le cas du football. Parce qu'ils ne savent pas préparer aussi leur retraite. C'est tout ça aussi. Vous voulez que je vous cite les noms des anciens directeurs généraux? Non, nous sommes dans le football, monsieur Gaëtan Koupa. Nous sommes dans le cadre du football. Je dis, ce cadre n'est pas spécifique. Ils sont nombreux qui gagnent extrêmement de l'argent à l'équipe nationale. Je me rappelle en 2017, 2012, en 2012, chaque joueur avait touché près de 130 millions de francs CFA à cette époque-là. Plus de 130 millions de francs CFA. Mais quand tu vois ces joueurs aujourd'hui, aucun joueur n'a préparé demain. Oui, bon. Ça cause un véritable problème aussi. Avec la gestion de la carrière. Avec 130 millions, on peut cotiser 20 ans. Avec 130 millions de francs CFA. Ce n'est même pas qu'on vous a fait des chèques, on vous a remis sa tâche. On soit déclaré. Faut-il encore qu'on soit déclaré? Il faut le faire soi-même. Non, mais on ne peut pas la remettre l'employeur. Il faut d'abord se constituer en employeur et puis dire que tu ne peux pas débarquer aujourd'hui et dire que je déclare mon entreprise personnelle aujourd'hui et je vais quand même payer les 20 ans que j'ai passé déjà sans activité parce que tu n'existais pas. Question, comment rendre hommage à cet illustre entraîneur qui a rendu des services à notre équipe nationale? Vous êtes footballeur, vous êtes certainement dans les forums. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est pris? Qu'est-ce qui se prépare? Il n'est plus question pour les footballeurs d'ouvrir 2 ou 3 forums. Tout doit être centralisé. C'était un véritable désordre. Peut-être qu'il y a un troisième qui arrive aussi. Non, c'est pourquoi je dénonce à Très Dernière Énergie. Je dis tout ça participe de la mauvaise image des footballeurs. Nous avons un forum qui doit être centralisé. Tout le monde cotise là-bas, tout le monde fait tout là-bas. Ensuite, nous allons vers la Ligue nationale de football, vers la fédération et monter vers le ministère. C'est ça la démarche. Oui. Ce n'est pas créer des forums où chacun va estimer qu'il est plus légitime qu'un autre. Ce n'est pas de ça dont il est question. L'unité et non l'uniformité. Gaëtan, je dirais même qu'il n'y a même pas de raison de cotiser par rapport à une organisation qui est faite sur le forum. Les associations de footballeurs sont organisées, ils ont des bureaux, ils ont des trésoriers. Donc, autant réunir les 2 associations sur un cas aussi. Avec celle des entraîneurs. Avec celle des entraîneurs, puisqu'il est entraîneur. Bien sûr. Se réunir, décider d'un trésorier commun, mener ensemble un certain nombre d'actions. Il est hors de question, il est anormal de faire partir d'Acosta sans hommage de la nation. Parce que. C'est pourquoi je parle du ministère. La nation doit être reconnaissante. Ne serait-ce que on peut nous offrir, par exemple, le gymnase pour le gymnase le palais des sports. Est-ce que cela a été sollicité mais il faut que les organisations... Est-ce qu'on doit rendre hommage de cette façon-là dans un gymnase? Les gens vont s'incliner devant. La famille, c'est la cause ça. Il y a des hommages. Il faut qu'on en arrive. Parce que c'est un homme public. On a fait. Il faut arriver à donc la famille organisera des hommages, peut-être en privé. Mais conjointement, toutes ces démarches ne peuvent pas se faire en marge de la famille. Il faut rencontrer la famille. Il faut rencontrer la famille. Simplement. Et il faut éviter de discuter. Nous n'avons pas encore le scénario. Donc attendons. Certainement, ça fait 2 semaines quand même. Les lignes sont en train de bouger, forcément, on aura... Ce que Gaëtan dit, c'est qu'on a déjà créé 2 forums pour parler de la même chose. Oui, ils se sont toujours manifestés ainsi, mais on a fini par organiser quelque chose. On l'a vu, lors des préparatifs, lors du décès de footballeurs. On a vu des footballeurs s'organiser tel dans son coin, tel dans son coin. Non, je n'imagine pas. On peut parler du cas de Théodore, par exemple. Je n'imagine pas que, disons, ces funérailles vont se dérouler telles que... Non, c'est pourquoi nous préférons déjà, si vous voulez, annoncer. Parce que finalement, c'est un peu le ras-le-bol. Comprenez? Nous n'allons pas continuer à présenter une image du footballeur qui est décousue. Je voudrais quand même féliciter Kessani qui avait pesé de tout son poids pour une très bonne organisation de l'accompagnement de Brou. Kessani était au devant de la scène. Je voyais même des bagarres de Kessani avec Nicolas Sellé, Kessani qui sollicitait un certain nombre de choses. Sa démarche avait été claire. Sa démarche avait été claire. Oui, il a vu le président, exactement. Après, ils ont discuté avec le football Canon 5. Les réunions étaient faites entre la fédération, le football Canon 5, la représentation des joueurs et des supporters, parce que moi j'ai représenté les supporters à l'époque. C'était bien organisé. C'était bien organisé. C'est ça qu'on a fait partie Brou avec. Mangasport existe encore. Mangasport doit être mêlé là-dedans parce qu'il a les clubs. Avant Mangasport, il y a aussi vous qui l'entraînez aussi. Tous les clubs par lesquels il est passé, les entraîneurs doivent monter au créneau. Bien sûr, c'est bien ce que je dis. L'association de football, les associations des entraîneurs devraient être les deux, si vous voulez, les 2 associations de footballeurs réunis, avec celles des entraîneurs, devraient monter au créneau pour présenter à tous les autres un programme d'action. Est-ce que vous êtes pour les hommages son fils a joué l'équipe nationale, dans un gymnase?
Est-ce que vous êtes pour les hommages dans un gymnase? Ça ne gêne pas, à condition que dans la un famille... dans un stade. Dans un stade. Dans un stade, dans un gymnase, pour moi, ce serait le stade d'Anzarion, logique. Ce serait logique, stade d'Anzarion ou bien même le gymnase à côté. Ce sera tellement logique parce que cet homme a rendu quand même... Il a inscrit le nom du Gabon en lettres capitales. À la CAF, dans le football. En fait, notre première... Surnommé le Brésil. L'équipe CAN n'a connu que 2 quarts de finale de Cannes. Voilà. Alors, dans les 2 quarts. Et sa CAN était quand même la plus importante parce qu'elle se jouait à l'extérieur. Donc je pense que ce quart de finale est resté gravé dans nos mémoires. Merci beaucoup. Nous osons espérer que les responsables du football, Fédération gabonaise de football, ministère, pourront s'accorder, les entraîneurs, également les joueurs, l'association des joueurs, les arbitres également, pour rendre même les médias aussi, pour rendre un hommage mérité à Alain Dacosta Suarez. Nous présentons aussi, nous profitons de présenter nos sincères condoléances à la famille si cruellement éprouvée. On va aborder le dernier sujet de cette émission, vous le savez, tournoi de Montaigu. La Fédération gabonaise de football a annoncé la participation de notre équipe nationale, version U17, à cette compétition. On se pose la question, quel staff technique et quels joueurs, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de compétition au pays? Serge Mungengui. C'est vrai, et les compétitions, je dirais officielles, parce que bon, ça joue quand même dans le sport de masse, il y a des jeunes garçons qui jouent, mais officiellement, effectivement... Ils jouent où? Mais dans la périphérie, sur les stades périphériques. Stade de Ça se joue, mais officiellement, je n'ai pas connaissance depuis... Ou bien il faut qu'on fasse la détection au tournoi les petits matchs qu'on joue en Zarion pour sélectionner les joueurs. Non, en fait, je veux justifier simplement le fait que l'on aille au tournoi de Montaigu avec quel garçon en fait, c'est là la question, c'est la principale question. Je dis, les garçons, les enfants pratiquent du football, pratiquent le foot en ce moment, en masse. Vous allez dans tous les quartiers, ça joue. Mais officiellement, c'est-à-dire qu'avec une organisation de ligue, à la limite de sous-ligue, surtout, je crois qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé. Est-ce que, après avoir été en arrêt depuis 2012, pas 2012, au sortir de la pandémie 2019, hein, est-ce que les compétitions de jeunes ont sérieusement repris? C'est mon interrogation. Et puis, avec tout le problème qui a traversé un peu le monde du football, histoire de sécuriser les enfants, je ne vais pas y revenir, suivez-moi du regard, est-ce que tout ce milieu a été assaini afin que les parents soient rassurés à mettre à disposition leur progéniture afin d'aller prendre part à des compétitions à l'extérieur? Et une autre chose, ce serait aussi la bienvenue parce que lorsque vous regardez notre équipe nationale aujourd'hui, concernant la notion des binationaux, nous faisons l'inverse. C'est-à-dire que nous allons à la recherche des binationaux qui jouent dans certains championnats parce qu'effectivement, nous n'avions plus une base en fait pour pouvoir amener nos enfants à être détectés. Donc, rapidement. Ce serait quand on parle de cette sélection U17, si on retourne un tout petit peu en arrière, les dernières sélections remontent aux années 2019 lorsqu'on jouait le tournoi de Makoko et autres. Mais depuis quasiment la période post-Covid, le Gabon est éloigné des terrains en matière de petites catégories. Et moi, évidemment, je ne sais pas comment ils vont faire pour constituer cette équipe de jeunes. C'est là la question. Est-ce qu'il faille organiser un petit tournoi? Parce que c'est, je crois, c'est au mois d'avril. Avril, oui, Montaigu, c'est avril. Est-ce qu'il faut organiser un petit tournoi par zone, estuaire, Haut-Ogoué, Ogoué-Maritime, ainsi de suite, Wellington mélangé. Pour pouvoir prendre quelques joueurs. Attention aussi, on peut organiser une petite détection, mais cela ne permet pas aux joueurs d'être en forme. Encore que l'objectif en allant à Montaigu n'est pas d'être champion, c'est reconstituer une équipe capable. Dans ce cas, on reste toujours dans tous les temps, on allait à Montaigu, on n'a jamais été champion. On reste toujours dans ce qu'on se fait. Ce qu'on retient, c'est qu'à Montaigu, c'est une base de données qui permet de voir les meilleurs de demain. Et c'est comme ça que ça se passe avec plusieurs pays qui participent à Montaigu. On est à plusieurs Argentins aujourd'hui qui sont passés par Montaigu, des Espagnols qui sont aujourd'hui la flamme de leurs équipes nationales. L'essentiel, on reste toujours, comme dit... Non, pas l'essentiel. C'est de participer, c'est d'aller, c'est de prendre les joueurs dans les 4 points du pays. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis, on s'en va. Non. Nous, forcément, en petite catégorie, la victoire n'est pas tellement importante. C'est le respect des schémas tactiques.
D'où souvent chez nous, hein, on triche des âges. On a 20 ans, on dit on a 17 ans. Non, en Europe, ce n'est pas ça le cas. C'est le respect des schémas tactiques qui fera en sorte que demain vous soyez bon. Il faut quand même rappeler que c'est l'un des points très importants de la politique du président de la Fédération gabonaise de football, la jeunesse, les petites catégories. Il a beaucoup misé sur... Nos équipes sont de plus en plus jeunes. Vous pouvez le constater quand vous regardez nos U17, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. L'avenir du Gabon passe par là. Vous avez quand même l'impression, bon, à vue d'œil, vous avez quand même des semblants de jeunes. Ouais. Parce qu'avant, on avait des jeunes vieux. On a des cas où vous aviez des jeunes de 16 ans qui venaient avec leurs petits amis, déjà dans les tribunes. À 16 ans, quand on a une petite amie de la famille, c'est quand même un problème. Je pense que l'organisation du football tel qu'on l'espère, championnat national des jeunes, c'est impossible dans notre pays. C'est impossible parce qu'on n'a ni les structures, ni le temps de le faire. Vous savez, à 16 ans, un enfant, il est entre la seconde et la terminale. Je ne connais pas un parent qui va demander à un enfant de 16 ans de prendre la voiture pour aller jouer au championnat national à Makokou. Mais on peut organiser ça par zone, Brest, on peut organiser ça par zone. Parce que si vous commencez à dire que c'est impossible... Non, j'ai dit le championnat national. Ok. Maintenant, la seule organisation qui est possible d'être faite aujourd'hui, c'est l'organiser par zone. Et par zone, on a encore la possibilité de partir de Libreville, aller jouer par exemple à Antoum, et puis à Lambaréné, pourquoi pas. Et puis revenir. Maintenant, comment ça va se faire? Comment ça peut se faire? Il ne faut pas dire que le football ne se joue pas. Dire que le football ne se joue pas serait un peu une insulte envers ceux qui ont des clubs et qui participent quand même au championnat des jeunes dans certaines sous-ligues. La ligue d'Akanda est l'une des ligues de l'Est la mieux organisée et qui a un très bon championnat des jeunes. La ligue de l'Est elle-même, elle a un championnat. Effectivement. Il y a pas mal de ligues qui ont quand même une bonne organisation, sur lesquelles on peut s'appuyer, et d'ailleurs sur lesquelles l'organisation de l'équipe nationale s'est toujours appuyée. C'est toujours le G9, c'est toujours le G1, c'est toujours le G2, c'est très souvent le G8 qui sont le pourvoyeur des meilleurs éléments, des éléments en équipe nationale. Je pense que ces compétitions des jeunes ont redémarré, peut-être pas dans les délais qu'on aurait souhaité, ces compétitions des jeunes ont démarré. Il faut que les directeurs techniques provinciaux jouent leur rôle pour une fois dans leur vie. Ce n'est pas seulement de prendre les salaires à la fédération pour ne rien faire. On va marquer une pause avec la première rubrique de cette émission. On ne vous donne pas la parole sur cette question. On marque une pause avec la première rubrique de cette émission. Regard croisé. La première rubrique de cette émission, au regard croisé, c'est un débat d'idées en fonction du sujet qui est mis à la disposition de nos deux consultants. Gaëtan Koukan, vous posez la question de savoir sur regard croisé, devait-on reconduire Franck Nguiem à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports? Vous avez dit non. Oui, il a été reconduit, mais puisque la question nous est posée, non, tout simplement parce que, à la lecture des faits, nous avons un championnat qui n'est pas boiteux, qui est inexistant, malgré les nombreuses promesses. Derrière, sur un plan international, vous avez le sélectionneur adjoint du directeur technique national qui, depuis 1 an, sinon plus, qui n'ont toujours pas renouvelé le contrat et qui n'ont pas d'émolument. Après, derrière, sur un plan plus global, vous avez le sport national qui est dans une léthargie qui dit pas son nom à partir de ce moment. Je dis non. Merci beaucoup, Gaëtan Kouka. Devrait-on reconduire le Franck Nguiem à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports? Serge Monguengui, vous avez dit oui. Pourquoi? C'est vrai que la question a l'air fermée, mais il vaut mieux l'ouvrir un peu parce que nous rentrons... On n'a pas assez de temps pour l'ouvrir. Bon, d'accord, rapidement. Répondons à la question. Je vais me prononcer déjà. Oui, parce que simplement d'abord, la nomination part de la discrétion du plus hautes autorités, oui. Autorité, d'accord. 2, c'est un grand commis de l'État à qui on donne une mission, ok. Et une fois qu'il a la mission, ensuite, il a une feuille de route. Il a une feuille de route qui lui est donnée. On l'administre quelques leviers, c'est l'administration, une administration, pour pouvoir en fait animer tous ces programmes. Donc maintenant, la responsabilité qui est du ministre ici, c'est vrai, il a la responsabilité de piloter la stratégie. Maintenant, dans cette stratégie, effectivement, il y a quelques difficultés, mais ces difficultés, en fait, sont inhérentes en fait, à l'administration. Parce que dans une politique sportive,
Sinon, le modèle qui est retenu aujourd'hui, qui doit tout attendre de l'État, forcément, il y a quelques difficultés qui pourront apparaître. Serge Mongengi. Et Frère Biyo, qui vous a convaincu des deux rapidement, en termes d'explication? Qui vous a convaincu? Je prends un. Oui, vous choisissez qui vous a convaincu. Serge Mongengi. Merci beaucoup. La dernière rubrique de cette émission, ça cartonne. Le président naturellement. Ça cartonne, la dernière rubrique de l'émission. La rubrique qui permet aux uns aux autres d'infliger un carton à un sportif, une structure de votre choix. Carton jaune, je rappelle, c'est un avertissement. Carton vert, c'est une appréciation. Carton rouge, c'est quelqu'un qui se serait mal illustré. Bressinengue. Pas grand-chose aujourd'hui. J'ai plutôt envie de donner mon carton vert à Gaëtan pour ses nombreuses interventions et surtout m'avoir convaincu par rapport à son argumentaire sur les raisons pour lesquelles on ne devrait pas garder le ministre actuel des Sports à son poste. Merci beaucoup Gaëtan, merci beaucoup Bressinengue. Serge Mongengi. Comme nous le savons tous, vous savez que les politiques publiques interfèrent avec le sport. Carton rouge ici au président de l'association des clubs professionnels. Nous l'avons suivi la semaine dernière où il était prêt à quitter le plateau par manque d'arguments face au panel des consultants qu'il avait en face. Carton rouge. Merci beaucoup également. Landrin Keyi, c'est de lui qu'il est question. Gaëtan, non. Gaëtan Kouka. Gaëtan Kouka. Oui, M. Bekale, sans hésiter, hein, le carton rouge à tous les responsables, donc dirigeants du club gabonais, pour la mauvaise qualité de leur club et les drames qu'ils essaient de nous offrir alors que des choses peuvent être évitées par le fait de passer une visite médicale digne de ce nom. Merci beaucoup, Gaëtan Kouka. Ephraim, Miyugwe, Edzo. Je donne aussi un carton rouge aux différents dirigeants de club qui, malgré la souffrance de l'État, qui, malgré la souffrance des plus hautes autorités de la République, ils ne cessent d'empocher l'argent qui leur est distribué pour faire évoluer le football à leur plaisir. Donc je leur donne un carton rouge à ce sujet. Merci beaucoup Bressinengue, merci Serge Mongengi, merci Gaëtan Kouka, merci Ephraim Biyogui. L'équipe éditoriale de cette émission, Les As du Foot, était assurée par Berlek Lekoba. Nous comptons vous retrouver lundi prochain avec le même plaisir et la même envie, bien sûr, de vous tenir tout au long de cette émission. Merci, portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.